17 février 2011. Après la Tunisie et l'Égypte, la Libye est gagnée à son tour par l'atmosphère révolutionnaire du printemps arabe. Les Libyens veulent se libérer de l'autoritarisme du colonel Kadhafi, au pouvoir depuis 42 ans. La police tire à balles réelles sur la population. Le 18 mars, le Conseil de sécurité de l'ONU autorise le lancement d'une offensive aérienne pour stopper Kadhafi. Les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne mènent une action conjointe. Tout d'abord, il faut que Sarkozy rende l'argent qu'il a accepté de la Libye pour financer sa campagne électorale. C'est un moment historique, c'est la fin de la tyrannie et de la dictature. C'est en ces termes que le Conseil national de transition libyen a annoncé tout à l'heure la mort de Mouammar Kadhafi. Vous avez une réaction à la mort de M. Kadhafi? La justice française soupçonne le candidat Nicolas Sarkozy d'avoir reçu des financements occultes du colonel Kadhafi. Plusieurs sites internet affirment que le colonel Kadhafi aurait financé votre campagne en 2007. Est-ce que c'est vrai? Moi, s'il l'avait financé, j'aurais pas été très reconnaissant. Moi, je sais très bien que j'ai transporté de cette manière un total de 5 millions d'euros pour les échanges de services. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Vous en avez parlé vous-même hier soir. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison. Yannick Kergoat, Denis, mon pote. Robert. On peut le dire qu'on est copains. On a fait un film ensemble, enfin La Très Grande Évasion. Enfin, c'est surtout toi qui l'as fait. Moi, je t'ai aidé à l'écrire. C'était ton dernier film. Et là, j'ai vu le tout dernier. Ça s'appelle Personne n'y comprend rien. Le personnage principal, c'est Nicolas Sarkozy. Et après le film, on comprend tout, quoi. Et le film est formidable. T'as ce génie, mais je te connais bien, de vraiment bien raconter les histoires, quoi. Depuis Les Nouveaux Chiens de Garde jusqu'à aujourd'hui, c'est des histoires compliquées. Enfin, on enregistre cette émission. D'habitude, on inaugure les locaux. Là, on les ferme. C'est la dernière émission qu'on fait à Blast puisqu'on déménage. Ouais. Et je suis fier d'être le dernier à et on va la sortir ce studio. Et on l'enregistre pour la sortir en début d'année quand ton film sort, puisqu'il sort le 8 janvier, je crois. Voilà. Donc là, au moment où on fait ce film, Nicolas Sarkozy passe à la Cour de cassation, je crois, pour le procès Bismuth. Oui, on est le 18 décembre, et donc c'est aujourd'hui que la Cour de cassation doit rendre son jugement dans l'appel qu'avaient fait Nicolas Sarkozy et ses avocats dans le cadre du procès en instance de l'affaire Bismuth, et donc de sa condamnation à 3 ans d'emprisonnement, dont 1 ferme sous bracelet électronique. Donc on saura dans la journée, alors on enregistre ces images-là, on n'a toujours pas l'attendu de la décision de la Cour de cassation, mais il est possible qu'effectivement, au moment où va s'ouvrir le procès sur l'affaire qui nous occupe, en tout cas qui est le sujet du film dont on va parler, qui va démarrer le 6 janvier, il est possible, on ne sait pas encore, que Nicolas Sarkozy, soit présent à son procès avec un bracelet électronique. Nicolas Sarkozy est accusé de corruption et de trafic d'influence. Déjà condamné à 2 reprises par le tribunal de Paris, puis par la Cour d'appel, il est aujourd'hui définitivement reconnu coupable par la Cour de cassation. Il écope d'1 an de prison ferme sous bracelet électronique, auquel s'ajoute 3 ans d'inéligibilité, une sanction inédite pour un ancien chef du gouvernement. Ce qui est incroyable, parce qu'il y a très peu de personnages aussi protégés par les médias que lui. J'en connais qu'un autre, c'est Bernard-Henri Lévy, dans un autre registre. Et puis il y a Nicolas Sarkozy, quoi. Et ce film, c'est un formidable moment de journalisme. Mais c'est aussi un moment de cinéma. C'est pas par hasard s'il sort au cinéma. Il sort au cinéma parce qu'il n'y avait pas de chaîne qui pouvait sortir ce genre d'histoire à la télévision française, publique ou autre. T'as essayé avant d'aller à Arte, d'aller à France Télé ou pas? Alors il sort au cinéma parce que c'est vrai ce projet a été pensé tout de suite au départ comme un film de cinéma pour plusieurs raisons. Alors elles sont nombreuses, mais on peut en citer quelques-unes. D'abord, l'idée effectivement qu'au cinéma, une fois qu'on a d'une certaine manière dépassé la censure économique, on a trouvé l'argent pour le faire, et on sait qu'un film de cinéma, quoi qu'il arrive, ça coûte quand même assez cher, on a une liberté éditoriale totale.
Voilà, il n'y a pas un directeur de chaîne qui vient plus ou moins directement vous dire quand même ça tu peux pas le dire, etc. Attention, on a un annonceur on a des pressions politiques etc. Donc voilà, au cinéma on dit exactement ce qu'on veut. Ensuite, je peux citer une autre raison qui est de dire que au cinéma on s'adresse pas aux mêmes personnes que ceux qui regardent la télévision et surtout on s'adresse pas de la même manière. Voilà. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait un film de cinéma. Et la troisième raison, c'est parce que faire un film au cinéma, c'est l'occasion aussi de l'accompagner le film, de faire beaucoup ce qu'on appelle des projections débat, d'aller à la rencontre des gens. Voilà. Et ça, par définition, un reportage ou un film de télévision ne le permet pas, quoi. Alors quand on sait l'investissement que demande un film, quand on le réalise, quand on fait le montage, enfin etc. comme tu le fais, parce que toi au départ t'es quand même monteur de cinéma, t'as monté des films, c'est quoi, il y a des grands films de cinéma que t'as monté. Oui, j'ai une carrière assez longue. Oui, t'as même eu un César. De montage, voilà, de monteur de films et surtout de films de fiction effectivement. T'as été président d'Acrimed pendant un moment aussi. Donc t'es particulièrement sensible à, on va dire, à la critique des médias, enfin en tout cas aux médias. Et là, donc, tu te décides de t'intéresser, d'ailleurs le film commence avec ça, à la mort de Mouammar Kadhafi. Édition spéciale consacrée donc à la capture et à la mort du colonel Kadhafi, car c'est confirmé, le Conseil national de transition l'affirme, Mouammar Kadhafi est bien mort. Et c'est vrai que tous les gens se sont interrogés, quoi. C'est au moment de cette mort, on se dit, mais elle est quand même très étrange, cette mort, quoi. Alors le film ne répond pas, parce que tu démarres le film et tu finis le film en disant tout le monde est innocent avant d'avoir été jugé coupable. Mais quand même, enfin moi, en tout cas en tant que spectateur, à la fin du film, tu te dis, ce Nicolas Sarkozy, il est qualifié de parrain, donc il a vraiment un rapport mafieux aux êtres et aux gens. C'est un ancien président de la République, mais qui n'a comme seule défense par rapport aux accusations nombreuses, aux faits étayés, à l'histoire incroyable que tu nous racontes, il dit « Mediapart qui a sorti l'histoire, officine qui raconte n'importe quoi, et puis on me veut du mal, on me veut du mal ». À aucun moment il répond sur judiciaire, oui, ça a été l'un de ses principaux. Oui, les juges sont des gens qui me veulent du mal aussi. Tout le monde lui veut du mal, quoi. Sauf les journalistes d'ailleurs. Quand on voit à quel point les journalistes, on va encore dire que je fais une fixette sur les journalistes, mais la complaisance dont ils font preuve à son égard, elle est proprement scandaleuse, édifiante. Enfin, on a rarement vu ça, quoi. Donc le film nous met en colère aussi, parce qu'on se dit mais putain, mais pourquoi on accepte tout ça? Comment il y a 10 années, enfin, qui se passe devant nous avec une galerie de personnages. La principale qualité du film, il en a de nombreuses, mais c'est qu'il nous resitue extrêmement bien l'histoire, quoi. Alors il est composé à partir de témoignages des journalistes de Mediapart, Karl Lasquet et Fabrice Arfi qui ont fait l'enquête, mais il y a aussi une galerie de portraits. Il y a Danielle Klein qui est la présidente ou la vice-présidente des victimes de l'attentat du DC-10. Et puis tu as alors aussi comme témoin, et ça donne beaucoup de crédit à ton film, François Molins, qui est le procureur général de la Cour de casse, qui vient un peu en défense des magistrats qui sont très attaqués. Donc on va essayer je suis un peu long pour que les gens comprennent de quoi parle le film. Donc tu démarres, le film s'appelle Personne n'y comprend rien, parce qu'à un moment de Nicolas Sarkozy, quand on lui parle de son histoire, il prend les badauds et les gens à témoin en disant mais de toute manière personne n'y comprend rien, donc circuler, il y a rien à voir. Et toi tu prends cette phrase et tu dis je vais vous expliquer, et tu démarres par Kadhafi. Après, comment tu as construit, imaginé, quelle est la réflexion qui t'a fait écrire cet arc narratif et donner ce dynamisme à ce film? Alors c'est vrai que ça commence par le titre. Alors, et c'est souvent comme ça qu'on rencontre un film d'abord. Quand on est spectatrice ou spectateur, c'est par le titre. Alors le titre, il a une explication. Tu l'as un peu raconté. Ça part d'une citation de Nicolas Sarkozy en août de l'année dernière dans le Figaro Magazine où il disait la phrase suivante. Il dit: les Français sont bien en peine de savoir ce qu'on me reproche. Personne n'y comprend rien. Donc c'est vrai que le film, c'est un peu le prendre au mot.
Si personne n'y comprend rien, nous, on va essayer de vous expliquer. Ça, c'est clairement l'intention de départ du projet et le sens, je pense, relativement clair du titre du film et de son intention. Comment on raconte l'histoire? Pourquoi ça commence par la mort de Kadhafi? Parce que effectivement, ça c'est un moment, je pense, qui est dans la mémoire un peu de tout le monde. En tout cas de ceux qui l'ont vécu à travers les médias qui ont vécu cette guerre, dont on rappelle qu'elle a été essentiellement voulue et menée par la France, même s'il y avait une coalition, notamment américano-anglaise au moment du conflit. C'est 2010, il était très clair, c'est 2011. Kadhafi, 2011. 2011. Et il était très clair que la France était en première ligne. Elle avait voulu, et notamment le chef de l'État de l'époque, Nicolas Sarkozy. Donc ça, c'est un moment un peu historique, donc que tout le monde a un peu en tête. Donc c'est un peu le point un peu d'accroche, on va dire, du film. Et on va essayer de raconter ce qui s'est passé autour de cet événement, sans forcément faire de cet événement le point central, évidemment. La mort de Mouammar Kadhafi, c'est pas en soi un événement et un fait qu'on peut rattacher directement, en tout cas, à la question de son financement, mais c'est une question qui se pose et c'est l'un des événements qui fait l'histoire de cette histoire. Alors, on va parler des personnages du film. Donc on suit l'enquête d'Arfi et de Karl Lasky, et donc ça sert un peu de fil rouge à l'histoire. Mais il y a une galerie de portraits qui est quand même très intéressante. Et j'aimerais que tu nous présentes le premier personnage, qui est Ziad Takieddine, donc l'ouvreur de porte. Et c'est vrai que on l'a un peu oublié aujourd'hui, mais on a tendance à s'en moquer parce que il y a des revirements, il a eu un témoignage avec différentes versions. Quel est son rôle? Comment tu le présenterais et quel itinéraire il a dans cette histoire? Alors, ce qu'il faut peut-être expliquer, c'est que le film, c'est pas le récit chronologique de l'affaire, c'est le récit de l'enquête. Donc, le récit de l'enquête fait qu'on a souvent des allers-retours dans l'histoire, puisque la révélation des faits, des événements, des personnages, etc., correspond pas forcément à la chronologie des événements historiques. Donc, c'est le récit de l'enquête. Et le récit de l'enquête, elle commence par un fait très simple. C'est le moment où Karl Lasky et Fabrice Arfi récupèrent les archives numériques. Une source leur donne accès aux archives numériques d'un intermédiaire à l'époque mis en cause dans une autre grande affaire de corruption qu'on a appelée l'affaire Karachi, qui est Ziad Takieddine. Et c'est le point de départ pour eux, l'analyse de ces archives, de tous ces documents qui sont extrêmement nombreux, c'est plusieurs milliers de documents qui concernent toute la vie, on va dire privée et professionnelle de cet intermédiaire, Ziad Takieddine, que va émerger le soupçon. D'abord le soupçon, puis un certain nombre de faits qui vont progressivement être révélés d'une affaire de financement illégal d'une campagne présidentielle française par une dictature, celle de Mouammar Kadhafi, et l'élection présidentielle, c'est celle de Nicolas Sarkozy en 2007. Donc ça, c'est le premier fil qui va être tiré, et qui va conduire Fabrice Arfi et Karl Lasky à progressivement révéler un certain nombre d'événements, de faits, d'événements qui vont conduire ensuite, quelques années plus tard, la justice à ouvrir une enquête pénale autour de cette affaire. Ce qu'il faut dire, c'est que Ziad Takieddine est quelqu'un de très riche, ce rôle d'intermédiaire dans les marchés, même s'il refuse de s'appeler intermédiaire, mais c'est quand même quelqu'un qui ouvre des portes et qui transporte des valises, etc. L'a enrichi énormément. C'est quelqu'un qui pèse à peu près 100 millions d'euros. Enfin, c'est comme ça que lui-même, dans ses archives, a estimé sa fortune. Et il faut dire aussi que l'État libyen, grâce à Mouammar Kadhafi, qui a privatisé, enfin, il a nationalisé, le pétrole, est un État très riche. Ils sont assis sur un tas d'or, quoi. Et Kadhafi, ok, dictateur, ok, tout ça, mais c'est quelqu'un qui est investi dans la défense de son pays, de sa tribu, de sa famille, enfin, etc. Et qui voit en la France un pays, en tout cas, j'allais dire ami, non, mais complice, quoi. Il veut s'appuyer sur la France et sur Nicolas Sarkozy, donc on le voit très bien dans le film.
film pour asseoir sa domination et son autonomie, en tout cas en tant que président ou dictateur libyen. Et il y a un deuxième personnage dont je voudrais qu'on parle, qui s'appelle Abdallah Senussi, qui est un autre personnage du film. Ce qu'il y a de bien dans le film, c'est que on suit ces personnages et ils ont une existence d'abord physique, on les voit, et charnelle aussi, on voit qui ils sont. Donc lui, c'est celui qui était à la tête des attentats. Il est en prison encore aujourd'hui, je crois. Est-ce que tu peux nous le présenter, nous dire son rôle autour de Kadhafi et son rôle dans cette histoire de financement de la campagne de Sarkozy et sa relation avec Taqieddine? Alors, pour en finir avec Taqieddine, oui, donc Taqieddine est ce qu'on appelle un intermédiaire, c'est-à-dire quelqu'un qui se glisse au milieu des contrats, et notamment des contrats d'armement qui sont signés entre État et État, et dont le rôle est, soi-disant, normalement, de servir d'intermédiaire, c'est-à-dire de faciliter des négociations. Alors, on parle de contrats d'armement, et c'est le cas notamment dans l'affaire Karachi, où il a été mis en cause, et il sera condamné dans l'affaire Karachi pour son rôle dans les commissions occultes, les rétrocommissions qui ont, on le dit, alimenté une précédente campagne. Karachi, c'est les sous-marins. Voilà, c'est les sous-marins, c'est l'attentat qui a eu lieu quelques années plus tard, et c'est le financement présumé de la campagne d'Édouard Balladur. Nicolas Sarkozy n'est pas mis en cause dans cette première affaire directement, même s'il était directeur de la campagne de Nicolas Balladur à l'époque, en 95. Mais très clairement, Ziad Taqieddine, lui, est mis en cause. Il sera condamné pour son rôle dans cette affaire. Donc, cet intermédiaire qui travaillait pour le clan Balladur, il faut comprendre qu'il va se mettre à travailler pour le clan Sarkozy. Une fois passé, on va dire, la période de disgrâce qu'ont connu les Balladuriens au moment de l'élection de Jacques Chirac. Le premier mandat de Jacques Chirac, c'est une traversée du désert pour le camp Balladur, pour les Balladuriens et notamment pour Nicolas Sarkozy. Mais ils reviennent au premier plan au début du deuxième mandat de Jacques Chirac, puisque Nicolas Sarkozy va être nommé ministre de l'Intérieur, puis ministre du Budget, puis à nouveau ministre de l'Intérieur durant les 5 ans qu'on vont durer le dernier mandat de Jacques Chirac à la tête de l'État. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre de Ziad Taqieddine, c'est que c'est un personnage qui a une histoire assez longue avec la droite française, et que le clan Sarkozy, c'est essentiellement avant des Balladuriens. Voilà. Et donc Ziad Taqieddine va se mettre au service du clan Sarkozy. Quant à Abdallah Senussi, alors Abdallah Senussi, déjà, c'est le beau-frère de Mouammar Kadhafi, c'est le directeur des services secrets libyens, c'est un homme très important, au sens où c'est aussi le responsable, l'organisateur, le grand organisateur des attentats commis par la Libye dans les années 80. Et notamment un attentat très connu en France, puisqu'il a concerné un avion de la compagnie UTA qui a fait 170 victimes, donc plus de 50 Français. C'était un avion qui faisait Brazzaville à Paris et qui a explosé au-dessus du désert de Ténéré. 19 septembre 1989, l'avion DC-10 de la compagnie UTA décolle du Congo. Il fait escale au Tchad et continue sa route direction Roissy quand soudain il disparaît des écrans radars. Le lendemain matin, les débris sont localisés dans le désert du Ténéré au Niger. Aucun survivant parmi les 170 personnes à bord, dont 54 Français. Abdallah Senussi a été directement mis en cause, condamné par contumace en France à la perpétuité, et donc à ce titre recherché par Interpol notamment, pour les faits qu'il a été commis. Les explosifs retrouvés sur cette valise et la provenance du minuteur l'orientent vers la Libye, et plus précisément vers le beau-frère de Mouammar Kadhafi, Abdallah Senussi, chef des services secrets libyens, actuellement emprisonné en Libye pour d'autres motifs. En 1999, l'homme est jugé coupable par contumace avec 5 autres prévenus libyens. Tous sont condamnés à perpétuité.
Et c'est ce personnage qui va être le principal interlocuteur de Ziad Takieddine dans l'affaire du potentiel financement libyen de la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy. Ça va être lui qui va être l'interlocuteur direct, non seulement de Ziad Takieddine, mais de Brice Hortefeux, de Claude Guéant, etc. Oui, parce que il y a la galerie de portraits n'est pas finie. Il y a effectivement Sarkozy ne se mouille pas trop les mains, etc. Il envoie des émissaires, mais il y a des voyages qui se font, il y a des rencontres qui se font, qui sont absolument documentées. C'est ça que quand on voit la défense de Nicolas Sarkozy par rapport aux accusations qui sont portées contre lui, il a l'air de dire qu'il n'y a rien. Où sont les documents bancaires ? Où sont les virements ? Il n'y a pas un document, pas une photo, pas un compte, pas une preuve. Il n'y a que la haine, la boue, la médiocrité, la malveillance et la calomnie. Mais en fait, il y a des dates, il y a des choses qui ont été faites bien avant qu'on connaisse l'issue de cette histoire, quoi, qui n'ont pas pu être fabriquées, comme il le dit, comme des faux, puisqu'il a aussi beaucoup attaqué en disant que tout ça était des faux, alors qu'en fait, ce sont pas des faux, quoi. La justice, à plusieurs reprises, donné raison à Mediapart dans les procès qu'a fait Nicolas Sarkozy. Donc, non, ce que je voudrais revenir sur la forme, parce que quand on est face à une histoire comme ça, plein de personnages dans le temps, etc. Il faut inventer un film, quoi. Et tu peux pas te contenter de faire des témoignages, enfin. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'ailleurs. Enfin, je sais comment tu l'as imaginé, parce qu'il y a une trouvaille dans ton film, enfin que j'ai trouvé au niveau formel, c'est de projeter dans une sorte de maison vide des images, des personnages, etc. qui revient en permanence, quoi, et qui comment dire donne au film une couleur assez cinématographique, quoi. On n'est pas dans un documentaire classique avec un rythme rapide, etc. Ça prend le temps d'écouter les gens, de poser des situations. On a l'impression de bien comprendre, en tout cas. Ben ça, c'est l'enjeu principal. Enfin, c'est de faire comprendre l'histoire. Personne n'y comprend rien, encore une fois. Donc, on va vous réexpliquer, on va essayer de vous donner, je veux dire, le maximum d'éléments pour comprendre. Ça veut pas dire faire un résumé très rapide de tout. Hein. Ça veut dire plutôt, au contraire, essayer de trouver, de prendre le temps d'expliquer ce qui est le plus intéressant, le plus marquant dans cette affaire. Donc ça c'est un enjeu effectivement de récit, de cinéma, comment on fait, avec quels moyens, etc. Moi, dès le départ, je me suis dit on fait un film de cinéma, la grammaire, on le sait, c'est pas la même que celle d'un reportage à la télé ou d'un documentaire à la télé. Ça veut pas dire que c'est moins bien fait à la télévision. C'est pas le même médium, c'est pas le même public. On s'adresse pas de la même manière qu'à un public qui prend le temps, paye son billet, s'installe dans le noir, va rester, enfin en tout cas on l'espère jusqu'au bout. On s'adresse pas lui de la même manière avec les mêmes outils. Donc moi au départ, je me suis dit voilà, c'est une histoire qu'on va raconter, qui est une histoire passée. Tout à fait passé, puisque aujourd'hui même l'instruction est close, le procès aura lieu et va démarrer le 6 janvier. Donc c'est une histoire qu'on va raconter complètement au passé, voire on va remonter au début des années 90 pour vraiment essayer de la faire comprendre. Si on fait un film du cinéma, il faut quand même incarner un présent. Le présent de l'énonciation, le présent du récit, le présent du moment où on fait le film. Et j'ai trouvé cette idée, qui est pas extraordinaire, mais de dire, on va créer un décor unique, un lieu unique avec des espaces différents, et qui va être l'espace du film. Pourquoi ? Parce que dans le documentaire, souvent, l'espace, c'est le temps. Voilà. Donc, qui dit le même espace, on a le même moment. Donc, on va tout raconter du même point de vue, du même instant. Temporel, et tous les témoins, toutes les personnes qui vont intervenir, tous ceux qui vont témoigner de quelque chose dans l'histoire, et les archives en font partie. Les archives, c'est un témoignage, il y en a beaucoup d'archives. On va essayer de les réunir dans ce lieu commun de l'enquête et du récit de l'enquête. Il y a d'ailleurs aussi des documents d'écoute téléphonique qui sont un peu passionnantes, quoi, et tu les traites d'une manière écrite aussi. C'est-à-dire, il y a le dialogue, il y a un dialogue en début de film entre Kadhafi et Sarkozy qui est assez éloquent, surtout quand tu sais que Sarkozy le traite ensuite comme un sale type, un dictateur, etc. Il y a eu toute une période où c'était mon ami, monsieur, comment il dit, monsieur le guide, c'est ça.
Il y a l'échange. C'était le titre officiel que se donnait Mouammar Kadhafi dans le pays. Non, mais Sarkozy l'appelle comme ça, quoi, oui, monsieur. Absolument, monsieur. Et tu sens que, moi, le premier passage, j'avais oublié qu'il y avait ces écoutes-là, quoi. Parce qu'il faut dire que la force du film, et tu avais une matière abondante, quoi. Toutes les archives de Mediapart, elles sont très conséquentes, quoi. Ils ont pu, il y a un fil narratif, on est mieux que dans une fiction, parce que quand même, évidemment, tout est vrai, quoi. Et donc, il y a cette magie-là personne n'y comprend rien. Comment ça se passe à l'origine? C'est toi qui as l'idée qui va les voir, c'est eux qui t'appellent, et quand tu sais l'investissement que ça demande de faire un film, on peut se dire, pourquoi on se retape Sarkozy, il est un peu retiré des bagnoles, quoi. Pourquoi toi, qu'est-ce qui te motive dans un projet comme celui-là? Sarkozy il est pas tant que ça retiré des bagnoles, hein. On n'a qu'à voir la place que lui accorde dans certains événements ou certaines missions que lui donnerait Macron aujourd'hui. Enfin, il est quand même très présent dans l'activité, il écrit des livres, il est invité partout, on lui demande son avis. Enfin voilà, c'est pas quelqu'un qui est complètement en marge de la vie politique française et des médias français. Au contraire, moi je le trouve encore très très présent. Maintenant, on a même son fils. Donc voilà, il y a une sorte de dynastie qui est en train de se créer. Donc je pense que c'est intéressant. Enfin, vraiment, ce sujet-là mérite. C'est le personnage qui t'a intéressé, toi? Alors, c'est le personnage, c'est l'affaire, ça, c'est certain. L'affaire, elle est d'ampleur. Enfin, je pense que on va assister au début du mois de janvier à certainement ce qui est la plus grosse affaire politico-judiciaire de la Ve République. On parle quand même d'un ancien président de la République, de 3 de ses anciens ministres, dont 2 ministres de l'Intérieur, pour des faits d'une gravité extraordinaire, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'équivalent. Je pense qu'on peut le dire très très fortement. Pourquoi ils sont si graves, ces faits? C'est des faits de corruption, hein. Donc on a menti, enfin en tout cas qui lui sont reprochés, hein, puisqu'il est mis en examen pour corruption, détournement de fonds publics, en l'occurrence les fonds publics libyens, pour financement illégal de campagne présidentielle et association de malfaiteurs. Donc voilà, on va dire le panorama de ces mises en examen raconte un peu l'ampleur de l'affaire. Et donc voilà, je pense que ça mérite vraiment qu'on en parle, ça mérite vraiment qu'on explique, ça mérite vraiment qu'on fasse un peu de pédagogie autour de cette affaire. Et qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à faire ce film, j'en ai parlé un peu autour de moi, mes amis, ma famille, etc., etc. Les gens savent très peu de choses en définitive dans cette affaire. Il y avait même des gens qui pensaient qu'il avait été déjà jugé, hein. Donc ça tient, je pense, à la longueur de l'enquête, hein, presque 10 ans d'enquête judiciaire, 13 ans d'enquête journalistique, 10 ans d'affaires judiciaires. Donc on a eu des épisodes comme ça, et puis un épisode remplace un autre. On a un peu oublié le contenu de tout ça. Ça tient aussi au fait que je pense que Nicolas Sarkozy a beaucoup utilisé un certain nombre de médias qui lui étaient très favorables pour essayer de faire des nuages de fumée en permanence, se dire effectivement, comme tu disais tout à l'heure, victime de complot et tout ça, et qui a brouillé beaucoup, hein, l'affaire, qui a jeté un voile de fumée un peu sur tout dans les événements. Face à la gravité des faits qui vont être établis par l'enquête, Nicolas Sarkozy va se défendre pied à pied, en appeler à l'opinion publique et à l'offense faite à son statut d'ancien chef de l'État. Une question simplement peut-être. Vous en avez vous-même parlé hier soir, Nicolas Sarkozy. Avez-vous, oui ou non, reçu de l'argent liquide de Libye pour financer votre campagne de 2007, comme l'a affirmé l'intermédiaire Ziad Takedine, alors pas seulement dans les médias, mais à la justice française hier aussi? Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Vous en avez parlé vous-même hier soir. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison, qui a été condamné à d'innombrables reprises pour diffamation et qui est un menteur. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. Donc, au moment du procès, ça nous semblait vachement important, de remettre un peu les faits sur la table, de donner un éclairage et de raconter ce qu'a été, ce que sont les faits et ce qui lui sont reprochés à lui, à 3 de ses anciens ministres et à 9 autres personnes. Mais on est un peu au cœur du débat. On est un média indépendant ici. D'ailleurs, abonnez-vous à Blast, hein, puisque on a besoin des abonnés pour survivre face à ces mastodontes-là. Et on est au cœur du débat entre désinformation, fake news
et information. C'est-à-dire que la première vertu de ce film de cinéma est d'informer contre les désinformateurs, les propagandistes, que sont en l'occurrence BFM, puisque BFM déroule le tapis rouge à Sarkozy. Il y a des moments que moi-même j'avais oublié avec Routel Krief et puis Fogiel qui font la promo de Sarkozy en essayant de le sauver par rapport aux accusations portées contre lui. Et puis Paris Match, et puis Lagardère, l'ami de Sarkozy, où Sarkozy est administrateur de Paris Match. Donc il a des médias complices avec des gens qui ont vraiment mangé leur carte de presse. Je pense à Hervé Gattegno. C'est affligeant, quoi, de voir la manière dont ils ont fabriqué des témoignages pour soutenir Sarkozy. Donc on a des propagandistes et à côté, on a des gens qui font le job, quoi, des journalistes et toi en tant que réalisateur de film, il n'y a pas comment dire, les débats publics sont brouillons parce que tu as toujours l'impression qu'il y a deux vérités qui s'affrontent. C'est ce que ces gens-là disent. En fait, il n'y a pas deux vérités qui s'affrontent, il y a une vérité. Et puis, il y a des brouilleurs de vérité, quoi. On est face à ça, quoi. Et à un moment donné, effectivement, il n'y a plus que le cinéma, ou en tout cas, ce genre, on n'en fait pas suffisamment. Moi, je connais pas beaucoup d'équivalents à ton film en France, en tout cas, des films de cinéma, mais il n'y a plus que le cinéma encore, qui est le dernier endroit où on peut le faire, quoi. Est-ce que, par exemple, c'est une question, est-ce que vous avez eu une aide du CNC pour faire ce film ? Alors non, le film, il s'est financé quasiment exclusivement, hormis une contribution du distributeur qu'on appelle une avance distributeur, par l'intermédiaire d'un crowdfunding, d'un financement participatif. Il y a 10 138 personnes, je crois très précisément, qui ont donné de l'argent pour que ce film existe, et on l'a fait donc sans subvention, sans aide sélective du CNC, uniquement avec l'argent des souscripteurs. Pour puis avec l'appui de Mediapart qui est quand même solide derrière. Une souscription lancée par le biais et les moyens, enfin je veux dire à la fois d'organisation et diffusion du journal Mediapart. Et ça, pour nous, c'est très important parce que on l'a fait grâce à l'argent des citoyennes et des citoyens. On l'a fait pour eux avant tout. Moi, quand je fais un film, je le fais aussi pour les gens qui l'attendent, qui m'ont aidé à le faire, qui l'ont financé. Et j'ai envie de dire aussi, on l'a fait avec eux parce que ce film. Grâce aux citoyennes et aux citoyens qui l'ont financé, enfin, on est vraiment au cœur d'une volonté démocratique, d'un acte démocratique. On veut effectivement que ce film permette de faire comprendre, d'avancer le débat public, de dire des choses aux citoyens et aux citoyennes que on ne retrouve pas nécessairement de manière équilibrée, juste, factuelle, dans un certain nombre de médias. Alors là, moi, je mettrais clairement pas tous les journalistes non plus dans le même panier. Mediapart n'a pas été exclusivement les seuls à enquêter sur l'affaire. Ici et là, il y a eu des journalistes qui ont travaillé, qui ont fait des révélations. Donc, Cache Investigation. Oui, il y a des images on voit un moment Nicolas Vescovi qui interviewe. Voilà, exactement. Béchir Saleh. Donc, il y a eu à France Inter des journalistes qui ont travaillé dans certains nombre de médias, etc. Même si, effectivement, sur la longueur et à l'initiative de Karl Lasky et de Fabrice Arfi, ce sont surtout Mediapart qui ont mené cette enquête. Mais on peut... il pourrait y avoir plusieurs types d'explications. On pourrait se dire que, au début, les 3 premières années, c'est une enquête de Mediapart. Donc c'est eux qui ont les principaux documents, qui ont une source qui leur a donné donc les archives de Ziad Takieddine. Et c'est un peu normal que ça soit eux qui soient en première ligne sur l'affaire. Mais du moment où s'ouvre une instruction judiciaire, et donc il y a une enquête judiciaire en 2013, on peut aussi s'interroger sur le fait que ça n'a pas été beaucoup repris, notamment dans un certain nombre de médias dont on peut considérer que, sans être forcément absolument de parti pris pour tous les journalistes qui travaillent, le travail n'est pas fait correctement. C'est moins qu'on puisse dire. Tu as parlé d'un personnage, un troisième personnage clé dans l'entourage de Kadhafi, c'est Béchir Saleh. Est-ce que tu peux nous raconter aux gens qui est, parce qu'on l'a oublié lui aussi, mais il est très important dans cette histoire. Puis il a aussi eu des revirements dans son témoignage assez surprenants.
Oui, alors c'est un personnage important dans cette histoire, plus d'un titre, parce que c'était le secrétaire particulier de Muammar Kadhafi. Ensuite, il est devenu le président du Front souverain libyen qui gérait la manne du pétrole. Tu l'as dit tout à l'heure, l'État libyen était un État très riche, c'est le deuxième producteur de pétrole africain. Donc, il était assis autour d'une fortune très importante de revenus liés au pétrole et à l'exploitation de ces gisements pétroliers. Donc, à la fois aussi, on peut le dire, faisant beaucoup d'envie à un certain nombre de grandes entreprises pétrolières internationales qui auraient bien aimé prendre pied sur ce marché-là, exploiter les pétroles libyens. Donc c'est l'objet de beaucoup d'attention. Et donc Béchir Saleh, c'était donc un cadre très important du on va dire du pouvoir libyen. Qui au moment de la guerre de Libye s'est fait arrêter par les rebelles libyens emprisonnés et qui a été exfiltré par la France. À ce moment-là, les services secrets français ont récupéré Béchir Saleh et on a tous les documents qui prouvent que les services secrets ont exfiltré Béchir Saleh en 2011, le faire rapatrier en France, où il sera accueilli par le clan Sarkozy. Il va bénéficier d'un permis de séjour, etc. Et alors qu'il est recherché par une notice rouge d'Interpol à l'époque, par les Libyens qui veulent lui demander et qui rendent des comptes sur l'argent qu'il aurait détourné du fonds public libyen qu'il dirigeait. Et il va se trouver qu'une deuxième fois, entre les deux tours de l'élection présidentielle de 2012, il va être à nouveau exfiltré par la France, et notamment par un personnage qu'on connaît pas mal aujourd'hui, qui s'appelle Bernard Squarcini, avec l'aide qui dirigeait les services intérieur français, qui était le président de la DGSI à l'époque, le directeur de la DGSI à l'époque, et qui va, avec un autre intermédiaire, très sulfureux lui aussi mis en examen et qui sera en procès au début du mois de janvier, qui s'appelle Alexandre Djouri. Ils vont tous les deux organiser son exfiltration secrète, son évasion, on peut dire, de la France, alors qu'il est recherché par Interpol, que la presse a révélé sa présence à Paris, et donc pour le soustraire à la justice, ils vont l'exfiltrer une deuxième fois, et il va d'abord se réfugier en hiver, puis en Afrique du Sud par avion. Où il va se faire arrêter finalement aussi non, il va pas se faire arrêter en Afrique du Sud, mais au moment où alors, on va beaucoup chercher à l'interroger sur le financement. Pendant plusieurs années, il va nier avoir contribué au financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. Puis progressivement, son témoignage va se nuancer. Et au cours d'une émission, effectivement, d'un reportage et dans le cadre d'un cache investigation, il va finir par reconnaître le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy par le pouvoir libyen. Béchir Saleh va se réfugier en Afrique du Sud. Au fil des années, il sera régulièrement interrogé sur le sujet du financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy. Si je donne à Sarkozy, je vais dire que je le donne. Je n'ai jamais donné de l'argent à Sarkozy. Je ne suis pas la personne qui est responsable à dire ça parce que je n'ai rien dans les mains. En fait, Béchir Saleh sait qu'il doit son salut à la France de Nicolas Sarkozy. Et pendant des années, Béchir Saleh va être une carte maîtresse de Nicolas Sarkozy dans l'affaire des financements libyens, puisqu'il va être son témoin à décharge. Est-ce que le fait que la France vous ait aidé à sortir de Libye, est-ce que vous êtes redevable à Nicolas Sarkozy? Et est-ce que c'est pour cela que vous niez toute possibilité de financement de sa campagne par la Libye? Est-ce que vous lui êtes redevable en d'autres termes? Non. Moi, je dis que la vérité. Mais de mois en mois, Béchir Saleh va être de moins en moins un témoin à décharge pour l'ancien président. Et fin 2017, devant le journaliste Nicolas Vescovaci pour l'émission Cache Investigation, Béchir Saleh reconnaîtra pour la première fois un financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. Et il va faire l'objet d'un attentat en Afrique du Sud. Il était en voiture, il y a des tireurs anonymes qui ont lui tiré dessus au fusil mitrailleur. Il va miraculeusement y échapper. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas prouver que l'attentat dont il a été victime soit lié à l'affaire ou à son
témoignage dans cette affaire. Ça reste un événement suspect. Enfin voilà, on ne peut pas directement le lier à l'affaire, mais en tout cas, à partir de ce moment-là, il s'est fait à nouveau très discret en ce qui concerne. Il va être au procès, non ? Alors, il est mis en cause, mais il ne sera pas présent. Il vit caché en ce moment. Alors, il vit toujours, je crois, en Afrique du Sud. Oui. Voilà, il n'a pas tenu à venir en France témoigner. Il y a une autre histoire qui est très trouble que j'aimerais que tu racontes rapidement pour montrer un peu que il n'y a pas que des histoires de mallettes et de pognon. C'est l'histoire de je crois que c'est un ministre de Kadhafi qu'on va retrouver dans le Danube, mort bizarrement, quoi. Oui, alors c'est le ministre du pétrole libyen qui, pendant la guerre, s'était réfugié avec sa famille à Vienne et qu'on va découvrir effectivement flottant dans le Danube un matin. Il serait mort noyé, il serait tombé dans le Danube, etc. L'enquête a été close assez rapidement sur place par la police autrichienne. On a retrouvé des échanges de mails de l'administration américaine qui ne croit pas à la thèse de l'accident, qui dit voilà, on a vraiment une mort. Mais il a un rapport suspecte. avec Kadhafi et le financement libyen. Un rapport surtout avec l'enquête, c'est que on a retrouvé ses carnets et que la police française, qui enquête sur l'affaire du financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy, va récupérer 4 ans plus tard, et dans ces carnets, à la date donc bien avant l'élection présidentielle, en tout cas bien avant la guerre en Libye, Choukri Ghanem notait, parce qu'il prenait des notes pour écrire ses mémoires, et il a noté, effectivement, il fait le compte-rendu d'une réunion entre différents responsables, on va dire, du pouvoir libyen, qui parlent d'un financement secret de la campagne de Sarkozy, qui cite des noms et qui cite des montants. Brice Hortefeux était présent, non ? Alors ça, non. Il parle d'une discussion qui a eu lieu entre Saïf al-Islam lui-même et Béchir Saleh sur la répartition, qui allait donner quoi et par quel biais, on va dire. Et ça, c'est un document important parce que la campagne, la défense de Nicolas Sarkozy pendant un certain nombre d'années, elle a consisté à dire c'est un complot des Libyens pour se venger de mon rôle pendant la guerre en Libye. Voilà, ils ont monté de toutes pièces ces dossiers, ces documents, ces pièces, etc., pour me salir, parce que la France a fait la guerre à Muammar Kadhafi et au pouvoir libyen de l'époque. Alors c'est une chose qu'on aurait pu tout à fait admettre, en théorie, mais ce document-là en particulier, et il y a bien d'autres, évidemment, il y a bien d'autres faits de dates, de réunions, etc., qui disent le contraire, mais celui en particulier disent que si bien avant la guerre en Libye, en 2007, un dignitaire notait ça dans son agenda, ça met à mal cette défense. C'est que cette décision de financer, elle était prise bien avant la guerre en Libye. Et ça rend d'ailleurs crédible les propos de Saïf al-Islam, que tu cites un peu dans ton film, quand il dit à Sarkozy « mais rends l'argent ». Interrogé sur l'empressement de la France à vouloir intervenir militairement en Libye, le contenu de ses déclarations est explosif. Tout d'abord, il faut que Sarkozy rende l'argent qu'il a accepté de la Libye pour financer sa campagne électorale. C'est nous qui avons financé sa campagne et nous en avons la preuve. Nous sommes prêts à tout révéler. La première chose que l'on demande à ce clown, c'est de rendre l'argent au peuple libyen. Sarkozy a l'air de tous ses amis disent que ce type est fou, corrompu, etc. Alors qu'en fait, il était présent à cette réunion. Enfin, c'est ce carnet de comment s'appelle-t-il déjà ? Oui. Ce carnet, c'est vraiment une pièce fondamentale parce qu'elle a pas pu être fabriquée a posteriori, quoi. Voilà, exactement. Et comment il est découvert, ce carnet? Alors, il est découvert dans les affaires, on va dire, de Choukri Ghanem par les enquêteurs. Il va circuler dans différentes, on va dire, polices internationales qui sont liées, etc., et qui avaient intérêt à essayer de comprendre ce qui se passait. Et il va arriver dans les mains de la police judiciaire française plusieurs années après. Après la mort de Choukri Ghanem. Il faut rappeler que la mort de Choukri Ghanem, c'est 2011. C'est
exactement 24 heures après la publication de la note Moussa Koussa, qui est vraiment l'événement. C'est quoi cette note là ? La note Moussa Koussa, elle a été découverte et publiée par Mediapart entre les 2 tours de l'élection présidentielle de 2012. Et c'est cette note qui révèle, qui dit clairement qu'une réunion a eu lieu entre un certain nombre de dirigeants libyens et un certain nombre de Français pour se mettre d'accord sur les montants de l'aide accordée donc à Nicolas Sarkozy dans le cadre du financement de sa campagne de 2007. Rappelle-nous qui est Moussa Koussa. Moussa Koussa, c'était un des principaux dirigeants libyens et dans l'entourage de Kadhafi. D'ailleurs, entre les 2 tours de 2012, il y a une séquence que moi j'avais oubliée où Sarkozy est interrogé là-dessus. Tu la mets dans ton film. Oui, alors voilà, une fois que Mediapart aura publié cette note, il va la publier entre les 2 tours de l'élection présidentielle de 2012, celle qui, vous voyez, s'affrontait François Hollande et Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy va être interrogé sur cette publication et va attaquer le journal Mediapart pour faux usage de faux, c'est-à-dire il va accuser le journal d'avoir publié un faux document. On sait, plusieurs sites internet affirment que le colonel Kadhafi aurait financé votre campagne en 2007. Est-ce que c'est vrai ? Moi, s'il l'avait financé, j'aurais pas été très reconnaissant. Son fils, Saif al-Islam, affirme que vous avez reçu de l'argent de la famille Kadhafi. Une référence morale, sans doute. Je suis désolé pour vous que vous soyez la porte-parole du fils de Kadhafi. Quand on cite M. Kadhafi, son fils, M. Kadhafi qui est mort, son fils qui a du sang sur les mains, qui est un régime de dictateurs, d'assassins dont la crédibilité est zéro, et quand on reprend à son compte les questions qu'il posait, franchement, je pense qu'on est assez bas dans le débat politique. Par la suite, assez vite, Nicolas Sarkozy intervient en disant, pour démentir, et en annonçant qu'il va déposer plainte contre nous, et il dépose une plainte de fait dans les jours qui suivent. Et sa riposte va être très forte, puisqu'il va nous accuser d'avoir publié un faux document. Et pendant 3 ans et demi, Mediapart va devoir mener une bataille judiciaire face à Nicolas Sarkozy, face à Brice Hortefeux qui va se joindre à la plainte pour démontrer que nous avons bien travaillé et que ce document n'est pas un faux. Et la justice, que ce soit les juges d'instruction, que ce soit la cour d'appel, que ce soit la cour de cassation, qui est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire en France, tous, à 3 reprises, vont dire formellement que ce document n'est pas un faux, contrairement à ce que raconte Nicolas Sarkozy. Et on sait aujourd'hui que tous les procès ont été gagnés par Mediapart. Voilà, en première instance, en deuxième instance et en cassation. Donc les documents sont jugés vrais par la justice. C'est là où Sarkozy maintenant commence à attaquer la justice, quoi. C'est là où, comme seule défense, il a plus que ça, quoi. Tout le monde est contre lui, quoi. Alors c'est vrai que ça a été assez tôt sa stratégie, on va dire, de défense, et pas simplement dans l'affaire libyenne, puisqu'il y a eu d'autres affaires aussi qui le concernaient, pour lesquelles il a été aujourd'hui condamné, pas encore définitivement, mais on parle de l'affaire Bismuth et de l'affaire Big Malion, qui sont encore aujourd'hui, à l'heure où on parle, les 2 autres affaires qui le concernent et pour lesquelles il a été condamné en première instance, en deuxième instance pour Bismuth, et on attend encore le résultat de la Cour de cassation pour la première et de la deuxième instance pour la deuxième. Sa stratégie, effectivement, a été très souvent, et c'est une stratégie aussi qui est relayée par son clan, par un certain nombre de ses amis politiques, c'est de dire, voilà, il y a une sorte de vengeance de l'institution judiciaire à son égard, une vengeance qu'on explique assez mal, et que lui-même a du mal à étayer, mais en tout cas qui est un argument très fort et qu'il répète très très souvent. Le 16 octobre 2020, après 4 jours d'audition, Nicolas Sarkozy sera mis en examen une seconde fois dans l'affaire du financement libyen pour l'incrimination infamante d'association de malfaiteurs. Cette nouvelle mise en examen va donner lieu aux habituelles attaques de son camp contre la justice.
J'apprends qu'il est mis en garde à vue et je me dis encore, voilà, et je me dis il y aura un non-lieu et encore une fois il sera sali, mais encore une fois quand il sera blanchi, ce sera des petites lignes dans la presse. On a le sentiment qu'on est rentré dans une république des juges, et que les juges veulent se faire Nicolas Sarkozy. Moi c'est ce que j'ai dit hier, ce parquet national financier, avec tout ce qui sort, c'est pas un parquet, c'est une officine. C'est une officine. Alors maintenant il faut savoir pour qui elle travaille cette officine. Ça fait l'objet d'un chapitre du film, puisque tu citais François Molins. On a demandé à François Molins ce qu'il pensait de cette stratégie qui consiste à attaquer la justice, surtout quand on est censé être le garant de l'indépendance de la justice, notamment quand on est président de la République. Voilà, parce que il y a dans le film l'idée qu'on va raconter l'affaire, personne n'y comprend rien, on va vous la raconter, vraiment, du début jusqu'à la fin, on va essayer de vous faire comprendre factuellement quels sont les faits, quels sont les personnages, quels sont les événements liés à cette affaire, mais on va aussi un peu interroger le cadre démocratique, en fait. Quel coût démocratique une telle affaire pour une société comme la nôtre. Donc moi, c'était aussi un peu ma volonté quand on a décidé de faire un film ensemble avec les journalistes de Mediapart et la rédaction de Mediapart, c'était de dire on va pas s'en tenir aux faits divers d'une certaine façon, ce qui est un fait divers, mais on va essayer de comprendre un peu les tenants et les aboutissants, enfin on va dire démocratiques d'une telle affaire, en interrogeant notamment la question de la justice et la question des médias à la fin, avec notamment Julia Cagé. Oui, Julia Cagé est là, et puis elle explique bien d'ailleurs l'espèce de folie dans laquelle on est. Où elle intervient un moment sur Nicolas Sarkozy, administrateur de Paris Match, qui publie la défense de Nicolas Sarkozy. Quoi, il y a une sorte de conflit d'intérêts qui est en France. Enfin, je veux dire, c'est comment on peut accepter ça, quoi. Enfin, il y a une déraison dans tout ça. Mais tu parlais d'un coup démocratique, il y a un coup tout court. Et est-ce que je me trompe si je dis que l'argent libyen qui aurait servi à alimenter la campagne de Sarkozy, et quand on voit le faste de cette campagne, on comprend qu'il y a eu beaucoup d'argent dépensé, ça serait autour de 50 millions d'euros à peu près, c'est ce que dit le film. Alors ça, c'est ce que dit la note Moussa Koussa, c'est l'intention, voilà, le gouvernement libyen a cette intention. Est-ce que cet argent, elle a été réellement versé en totalité? Rien ne le prouve encore aujourd'hui. On a des montants qui sont variables selon les témoins. Par définition, cet argent, la justice a eu beaucoup de mal à le retrouver. Elle en a trouvé des traces, et beaucoup de traces, mais rien qui lui permette de chiffrer clairement les montants qui auraient été versés. On a trouvé des traces comme un versement de 400 000 euros sur le compte d'un des... Alors ça, j'aimerais qu'on revienne là-dessus parce que Thierry Gobert, oui. Ouais, parce que il y a les témoignages de Takedine, il y a les valises, 2 millions par-ci, 2 millions par-là, 5 millions, 6 millions, enfin c'est des sommes conséquentes. Là, on est sur une somme plus petite. Et moi, j'avais oublié cette histoire. Donc, est-ce que donc là, on retrouve la trace de virements entre deux sociétés offshore, l'une qui s'appelle Rusfield et l'autre qui s'appelle Olin. Donc le nom Olin, O-L-I-N, a une signification. Et donc là, on peut faire d'une manière, factuelle et précise, le lien entre Kadhafi et un très très proche de Sarkozy, quoi. Et ça, je veux dire, c'est une preuve. Voilà, ça c'est une preuve, et c'est une preuve parce que il y a un versement bancaire, parce qu'il y a un code d'origine, il y a un compte d'origine, un compte à l'arrivée, qu'on a une somme, qu'on a cette trace bancaire, et là, c'est vrai que pendant des années, Nicolas Sarkozy a dit où sont les preuves, où sont les versements bancaires, enfin il y a rien dans ce dossier, il y a aucune trace de financement, on trouve pas d'argent, etc. Et là, effectivement, on a une trace bancaire directe. Ce compte Roosevelt Limited, c'est celui qu'utilisait Ziad Takedine pour faire transférer l'argent libyen, et notamment l'argent versé par Senoussi. Et Olin, c'est un compte qui appartient à Thierry Gobert, dont la justice a prouvé qu'il appartenait à Thierry Gobert, etc. Et c'est marrant parce que ça vient d'une autre affaire. C'est un compte qui a été retrouvé par la justice dans le cadre d'une affaire de fraude fiscale reprochée à Thierry Gobert. Et
Et c'est Fabrice Arfi qui, en rapprochant les deux affaires un soir et les deux documents, a compris la circulation de cet argent. Oui, parce que Olin, c'est le nom de l'île. Alors Olin, c'est Nilo à l'envers, hein, L-I-N-O. Et Nilo, c'est le nom du village en Colombie où Thierry Gaubert s'était fait secrètement construire un immense palais, une très très grande villa comme ça, avec de l'argent dont il a jamais pu démontrer l'origine. Et c'est en comprenant que Nilo c'était Olin à l'envers qu'il a découvert que l'argent transitait du compte de Ziad Takieddine dans les poches de Thierry Gaubert, qui a dû s'en expliquer auprès de la justice. C'est ce qui est aujourd'hui mis qui va être l'un des prévenus dans le procès. Malgré ces preuves, ces éléments à charge qui sont quand même très conséquents, on a toujours, tu parlais de l'entourage, on a toujours cette opération Sauver Sarkozy qui est très prégnante chez les hommes politiques français, quoi. Enfin, de Macron, Emmanuel Macron, le président de la République, à Rachida Dati, en passant par Éric Woerth, évidemment Hortefeux, évidemment Guéant. Tous font corps avec Sarkozy, quoi. En niant, ça devient cette méthode Coué. Elle va sans doute atteindre ses limites lors du procès. Ah, il est possible qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise pendant le procès, effectivement, et qu'un des lieutenants de Nicolas Sarkozy, qui jusqu'à présent se sont toujours montrés solidaires avec leur patron, ce qui n'a pas été le cas de Nicolas Sarkozy avec eux. Hein. Je veux dire, il a lâché Claude Guéant, il a lâché Brice Hortefeux au cours de l'instruction sur des positions. Et comme il l'avait fait dans les affaires précédentes avec son équipe de campagne dans l'affaire Big Malion, comme il l'avait fait avec son avocat Thierry Herzog dans l'affaire Bismuth, Nicolas Sarkozy coupe les liens et se dit innocent et essaye lui d'échapper, on va dire, aux conséquences judiciaires. Après, est-ce que pendant le procès, à un moment donné, d'aucuns vont considérer que c'en est trop et qu'il faut à un moment donné mettre les choses sur la table ? C'est pas exclu. Parce qu'il y a combien de personnages poursuivis ? 13 personnes, je crois. Il y a 13 personnes et voilà, parmi les Français poursuivis, donc il y a Nicolas Sarkozy évidemment au premier chef, il y a Brice Hortefeux, Claude Guéant, Éric Woerth, Ziad Takieddine, Alexandre Joury et Thierry Gaubert. Non, il y a du beau monde, oui, ça fait... il va y avoir foule au tribunal, quoi. Ça fait beaucoup d'avocats. Quand on repense à cette période, alors, ce qui apparaît en creux, c'est jamais dit comme ça, mais comme l'image démarre avec la mort de Kadhafi, comme il y a le déclenchement de cette guerre. D'ailleurs, il y a un personnage, à mon grand regret, il est pas dans le film, c'est le seul regret que j'ai sur ton film, c'est Bernard-Henri Lévy, parce que dans le déclenchement de la guerre en Libye, il a quand même été l'émissaire de Sarkozy. Il y a été plusieurs fois, il a pris des paroles publiques, etc. Et dans ces médias un peu bas de plafond, on a expliqué que c'était lui qui avait convaincu Sarkozy à déclencher l'offensive libyenne. Pourquoi d'ailleurs il n'est pas dans la photo ? Alors c'est vrai que le film parle de la guerre en Libye, parle de ses conséquences. Effectivement, elles sont dramatiques, hein, les conséquences de la guerre en Libye jusqu'à aujourd'hui. Hein, on le sait très bien, un pays divisé aux mains des fractions, un stock d'armes qui s'est déployé dans toute la région, notamment dans le Sahel, donc a armé tout un ensemble de fractions islamiques, etc., etc. Enfin, ça a des conséquences géopolitiques considérables, à la fois pour les Libyens, mais pour toute la région. Dans le film, on ne parle pas des causes de la guerre en Libye. Pourquoi ? Parce que le film parle d'un certain nombre de faits qui sont établis par l'enquête, strictement, qui sont vérifiés, établis par l'enquête. Les causes de la guerre en Libye, c'est des hypothèses. Elles sont nombreuses, hein, mais pour l'instant, c'est des hypothèses. Donc moi, dans le film, je me suis interdit de parler d'hypothèses. Hein, on peut pas mélanger des faits et des hypothèses. Mais ces hypothèses, enfin, je veux dire, d'aucuns, enfin, les formulent comme étant des faits, on va le dire. Non, mais ce que je veux dire... Et que le rôle de Bernard Lévy, il peut être vu comme à la fois comme
un rôle premier, c'est-à-dire c'est vraiment lui qui décide de convaincre Nicolas Sarkozy d'aller déclencher une guerre et d'avoir l'accord de l'ONU pour ça, etc. Et qui le persuade en gros qu'il faut intervenir en Libye. En tout cas, Bernard Lévy s'est toujours présenté comme ça. Hein, il en a même fait un film entier. Voilà, donc on peut pas dire le contraire. Et d'aucuns pensent que Nicolas Sarkozy a instrumentalisé Bernard Lévy pour laisser entendre que c'est lui qui l'a convaincu. Alors que ce serait plus ou moins le contraire. Donc, voilà. Mais quand on connaît les deux personnages, moi l'hypothèse selon laquelle Sarkozy manipule BHL, qui aime beaucoup la lumière, etc., me semble plus vraisemblable, surtout quand on voit ton film. Je sais que le film n'aborde pas frontalement cette question-là, mais il est impossible, d'ailleurs, quand tu démarres sur la mort de Kadhafi, tu poses la question des commanditaires de l'assassinat. Qui a tué Kadhafi? C'est une question qu'on se pose toujours. Les services secrets français ont forcément participé, pas à sa mort, hein, mais ils étaient présents, les militaires, etc. Et cette mort, quand on voit ton film, on se dit que si elle a arrangé une seule personne, c'est bien Nicolas Sarkozy. Une réaction à la mort de M. Kadhafi. L'objectif, c'est que la Libye retrouve sa liberté et un espoir démocratique. En tout cas, c'était pas dans la mission de l'ONU. Hein, l'assassinat et la mort de Mouammar Kadhafi n'était pas voulu, hein, expressément demandé dans le cadre du mandat de l'ONU. Hein. On parle bien d'un mandat d'exclusion aérienne au début, hein, et déjà pas de bombardement comme ça a été le cas, etc. Notamment pas comme certains bombardements très suspects. On parle de la villa de Senoussi, hein, où il se trouvait pas dans un quartier résidentiel à côté d'une école. Pourquoi on bombarde son logement privé? Voilà, c'est beaucoup de questions, cette guerre en Libye. D'ailleurs, elle a fait l'objet d'une commission d'enquête parlementaire en Angleterre, hein, au Royaume-Uni, hein, qui a levé un certain nombre de dossiers, notamment sur le déclenchement de la guerre, sur ce qui a déclenché la guerre, c'est-à-dire on a dit que Mouammar Kadhafi avait bombardé sa population avec son aviation, etc. Il a été démontré ensuite que ce n'était pas le cas. Il y a le rôle du Qatar. On l'a documenté, nous. Voilà, il y a un rôle évident du Qatar. Il y avait un conflit très sérieux entre le Qatar et la Libye, Mouammar Kadhafi, pour différentes raisons, notamment autour de l'exploitation des gisements de gaz libyens que Kadhafi refusait aux Qataris d'exploiter. Il y a, on sait par ailleurs qu'effectivement, enfin, les relations très très serrées, pour le moins on va dire, entre le Qatar et Nicolas Sarkozy. Enfin voilà. Donc il y a un faisceau comme ça d'hypothèses, hein, d'indices, etc. Mais rien qui permette de dire aujourd'hui Nicolas Sarkozy a mené une guerre en Libye pour éteindre d'éventuelles preuves, hein, du financement de sa campagne de 2007 par la dictature libyenne. Pour les gens que ça intéresse, si vous allez sur le site de Blast, il y a les documents qataris et on a, nous, des preuves matérielles de financement par les Qataris de plusieurs personnes, dont des intermédiaires, dont Bernard-Henri Lévy, et qui ont pu jouer un rôle dans cette guerre en Libye, quoi. Avec aussi des financements de groupes terroristes et des choses comme ça, qui sont périphériques à ton histoire, mais qui, quand on rassemble les pièces, on se dit que c'est peut-être ce film et ce financement de la campagne de Sarkozy, c'est peut-être un élément du puzzle qui peuvent aussi expliquer cette guerre et surtout cet assassinat, quoi. Ouais. Donc ce qui est intéressant dans le film, on va peut-être conclure cette conversation. Moi, j'invite tout le monde à aller voir le film, parce que c'est un film de salubrité publique, quoi. Il faut que, si vous voulez vous informer, en dehors de la propagande des médias, il faut aller voir Personne ne comprend rien pour tout comprendre de cette histoire. Et je vois pas comment, quand on sort du film, on se dit, mais comment on a pu... Heureusement, il y a une justice qui est très lente, mais qui est là, quoi. Et heureusement, on est encore dans cet état de droit, quoi, que certains veulent casser, quoi, dont le président de la République, hein. Donc c'est un procès important, c'est un film important, et on est dans une vérité
cinématographique, en tout cas, qui a pris du temps. Toi, ça t'a pris une année à peu près pour le faire. Non, ça a été beaucoup plus rapide que ça. Ouais, j'ai l'habitude de prendre beaucoup de temps. C'est vrai que d'habitude, je mets plus de temps, mais non, ça a été. Le film s'est fait très rapidement, parce que on tenait à sortir au moment du procès. Comme je l'ai expliqué, on pense que c'est un moment où il fallait expliquer un peu l'affaire. Et ça, c'est intéressant de dire oui, l'enquête, elle a pris 10 ans. C'est intéressant d'expliquer pourquoi ça a pris 10 ans, parce que c'est une affaire très complexe, que les juges ont enquêté dans 17 pays, avec des commissions rogatoires dont on sait qu'elles mettent énormément de temps. Il y a des pays qui sont très peu coopératifs avec les institutions judiciaires étrangères. Donc, ça met beaucoup de temps à avoir des réponses quand on en a. Il faut aussi savoir que à toutes les étapes de l'instruction, les avocats des parties civiles, les avocats de la défense, enfin des mises en cause, interviennent, remettent en cause les moments, des recours en permanence, etc. Et puis, dernier point, il faut savoir que au cours des 10 ans, il n'y a pas eu à temps plein un enquêteur de la police judiciaire à temps plein sur l'affaire. Ah oui. Voilà. Donc ça dit aussi le peu de moyens qu'a la justice pour traiter. Et puis les protections dont fait l'objet Nicolas Sarkozy. Après, moi je considère aussi que même si les faits qu'on énonce dans le film sont très graves et il faut les affronter démocratiquement. Le film est aussi un film positif de ce point de vue-là. On peut dire que quand on a une presse réellement indépendante qui peut travailler, ça produit un effet quand même malgré tout, et une justice même lente, etc. et indépendante arrive à clore une instruction et à renvoyer devant un tribunal un ancien président de la République, 3 de ses anciens ministres, etc. Donc le verre, on peut voir le verre à moitié vide, mais on peut aussi voir le verre à moitié vide. C'est pour ça que j'avais envie de faire cette émission avec toi et que c'eût été dommage de pas la faire sous prétexte qu'on est copains, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est pas parce qu'on est potes qu'il faut pas dire que c'est non, mais c'est vraiment un film important. Il y a peu de films comme ça dans le paysage, quoi. Donc voilà, quoi. Bonne chance à ton film. Il sort là ces jours-ci. Et puis longue vie à Blast, longue vie à Mediapart et longue vie à Blast dans ses nouveaux locaux, puisque c'est le dernier. Là, c'est le dernier jour. On va garder le décor quand même, mais on va déménager grâce aux abonnements, aux dons, à tout ce que ou aux parts sociales que prennent les gens, quoi. Donc d'ailleurs, plus il y a de la propagande en face, plus les gens se disent que c'est important d'aider des médias indépendants. Absolument. Et moi, j'aimerais bien qu'un moment, j'avais proposé à Yannick de faire une émission à Blast, t'avais pas le temps, mais qu'on fasse des choses ensemble, quoi. Maintenant que t'as fini celui-là. La 2e saison, voire même la 3e saison de Blast. Voilà. Au revoir à tous. Merci beaucoup, Yannick. Salut, merci. Et bonne année. Au revoir.